Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Moi, au top. Aujourd'hui, un petit épisode un peu spécial. On va parler des États-Unis. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé d'où les États-Unis tirent toute leur richesse. Et bien dans cet épisode, on va découvrir ensemble pourquoi l'Amérique est si riche. Vous savez, l'Amérique, la terre des libres, la patrie des riches, comment les États-Unis ont fait pour amasser une richesse aussi solide, à tel point que ils sont devenus la plus grande économie du monde en matière de PIB, mais aussi en termes de richesse nette. Il y a certains qui disent voilà, la richesse des États-Unis, elle résulte du fait que c'est peut-être le plus ancien des marchés libres, ou peut-être que la monnaie, le dollar, est la plus internationale des monnaies. Mais est-ce que ça joue réellement un rôle? Peut-être que les Américains sont juste tout simplement des plus gros bosseurs. Peut-être qu'ils bossent plus que d'autres. Et peut-être qu'ils payent aussi moins d'impôts, qui sait, avec nous, l'État français, les impôts, ça nous connaît, tu vois. Et voilà, il existe quand même une infinité d'options et d'autant de bonnes réponses, en fait. Mais dans ce podcast, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur certains points plutôt critiques, je dirais, qui rendent l'Amérique si riche. Et sans plus tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la première, la première chose qui rend les États-Unis aussi riches, et c'est les ressources naturelles, bien sûr. Parce que tout d'abord, il faut dire la vérité, si on serait dans une partie de poker, les États-Unis joueraient avec une main plutôt pas mal, tu vois. On va dire au moins une paire d'as, c'est sûr. Et il faut savoir que les États-Unis sont à la 7e place en termes de ressources naturelles. Selon une estimation qui a été faite en 2015, les ressources naturelles des États-Unis étaient estimées à 45 000 milliards de dollars. Et c'est pas mal. Et il faut savoir que c'est l'une des plus grandes ressources des États-Unis, c'est l'énergie. Ils produisent du pétrole, ils produisent du gaz. Et ce qui fait que les États-Unis ils sont indépendants en matière d'énergie. Ils n'ont pas besoin de compter sur qui que ce soit d'autre. Donc déjà, en plus de cet avantage de ne pas dépendre par exemple du carburant, qui peut coûter plus cher que chez quelqu'un d'autre, ils sont aussi les plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel au monde. Et donc là, tu peux pas me dire, si c'est pas une paire d'as, moi je m'y connais pas, tu vois. Maintenant, là où il y a d'autres marchés qui nationalisent les ressources naturelles, les États-Unis ont fait le choix d'autoriser la propriété privée des terres et des droits miniers. Et en fait, ça a permis quoi? Ça a permis de contribuer au développement rapide de la fracturation hydraulique pour accéder à de nouvelles ressources naturelles. Alors que dans d'autres pays, on est plutôt réfractaire, par exemple, à la fracturation hydraulique. Aux États-Unis, c'est monnaie courante. Deuxième point critique qui rend les États-Unis hyper riches, et ça risque de vous surprendre ou pas, c'est la guerre. Et ouais, la guerre, c'est une affaire de gros sous, surtout aux États-Unis. Et il faut savoir que la guerre, c'est l'un des business les plus anciens de tous les temps. Les gens gagnent de l'argent avec la guerre. Et rien de plus vrai aux USA, parce que, par exemple, le département américain de la défense, c'est le plus grand employeur au monde. C'est-à-dire qu'ils emploient 3,2 millions de personnes en 2015. Et si on réfléchit un peu plus loin que ça fait 3,2 millions de consommateurs qui sont employés au pays avec des salaires qui vont payer des impôts, qui vont dépenser. Et donc, logiquement, ça dépense d'un côté, mais on le récupère de l'autre. Outre les forces américaines, le gouvernement américain s'est aussi très tôt lancé dans le commerce international de prêts de guerre. Conscient que la guerre coûte extrêmement cher, le gouvernement américain a mis en place des prêts à la disposition des États européens, et ça dès la Première Guerre mondiale. Donc alors que les États européens s'affaiblissaient, l'économie américaine, elle a fait que grimper, elle a été renforcée par des nouvelles relations via des prêts d'argent. Et la Seconde Guerre mondiale a offert encore beaucoup plus d'opportunités aux États-Unis parce que l'infrastructure de leur pays a été totalement protégée de la dévastation de la guerre. Parce que voilà, hein, il y avait quand même l'Atlantique qui nous sépare. Et l'Europe, eux, c'était flingué, c'était mort.
Et donc, ils ont conservé leur industrie, leur infrastructure, alors que les nations européennes ont dû se reconstruire presque de zéro. Et donc, ils ont pris déjà grâce à ça, ils ont pris une avance considérable. Ensuite, on a un troisième point qui est indéniable, c'est le marché du travail. Le marché du travail aux États-Unis est ce qu'on pourrait dire sans entrave. Les États-Unis ont une excellente facilité d'accès pour les travailleurs. Ils n'ont pas de réglementation au niveau du travail restrictive. Ils n'ont pas ou très peu d'entreprises publiques qui rendent la recherche d'emploi difficile, etc. Ils n'ont pas de grands syndicats qui vont compliquer la relation entre l'employeur et l'employé. Et donc les entreprises ne sont pas découragées de créer de créer du business, de créer des industries dans le pays. Donc ça permet en fait aux États-Unis de garder leurs employeurs qui, à leur tour, vont contribuer à l'économie nationale. Maintenant, bien que le manque de syndicats ait des effets sur les conditions de travail qui peuvent affecter négativement les travailleurs, il faut savoir que de plus en plus, ces problèmes sont portés dans l'espace public et elles s'améliorent lentement, mais elles s'améliorent à mesure que les employés, les travailleurs traînent leurs entreprises en ligne, notamment pour faire des dénonciations au niveau des relations de travail, et s'organisent aussi des boycotts pour des mauvaises pratiques, comme par exemple on a eu récemment avec Amazon. Amazon a été lapidé sur place après qu'il y ait eu des rumeurs d'employés qui étaient obligés de faire leurs besoins dans des bouteilles, etc. Mais pour moi, le marché du travail aux États-Unis est quand même un boost qui leur permet aussi de prendre certainement l'avantage par rapport à bien d'autres pays. Les amis, n'oubliez pas que vous pouvez noter ce podcast 5 étoiles, m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux. Ça vous prend franchement à tout casser 2 minutes de votre temps. N'hésitez pas, vous allez sur Apple Podcast, vous swipez jusqu'en bas, 5 étoiles, le petit commentaire qui fait plaisir et qui me donne la pêche pour continuer à vous produire du podcast. On continue avec le 4e point, et je l'ai déjà dit dans divers épisodes, les États-Unis ont un système qui encourage les entrepreneurs. L'Amérique a longtemps été décrite comme une terre d'opportunités. Les gens partaient aux États-Unis pour s'enrichir. Ils veulent vivre le American Dream. Et même si cela est peut-être vrai ou pas, ça encourage quand même les gens à saisir toutes les opportunités qu'ils voient et pourquoi pas monter un business là-bas. Et les États-Unis ont quand même une culture entrepreneuriale qui est au cœur de la croissance économique américaine. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de stigmatisation quand tu essayes de monter un business, même si tu échoues. Dans la culture américaine, c'est comme ça. Alors qu'en France, si tu te rates, tu es perçu comme un loser, ou tu te fais asmater par les impôts dès que tu essaies de créer un business, tu dois payer l'URSSAF, etc., etc. Maintenant, attention, je ne dis pas que le système aux États-Unis, c'est le système ultime à suivre, parce qu'aux States, il te faut de l'argent pour gagner de l'argent. Et le système financier aux États-Unis est conçu pour aider les entrepreneurs de cette manière. Par exemple, aux States, le financement par action est beaucoup plus développé que dans d'autres pays, notamment en France. Et leur système bancaire décentralisé permet d'aider beaucoup d'entrepreneurs au niveau local. Le pays compte à peu près 7000 petites banques individuelles, ainsi que des business angels, ainsi que des sociétés capital risque. Ils cherchent à soutenir les inventions, à soutenir le progrès, etc. 5e point, la culture du travail. Malgré tout ce que je viens de dire, malgré d'excellentes ressources, d'autres formes de revenus, notamment avec les sociétés, vous serez quand même surpris de savoir que 50% du PIB américain provient de l'impôt sur le revenu. La population active est très importante pour garder l'Amérique riche. L'Amérique a une culture de travail acharnée, loin des 35 heures. En France, en moyenne, la personne moyenne travaille environ 1540 heures par an si on retire les 4 semaines de vacances, alors qu'aux États-Unis, ce chiffre est de 1800 heures par an. Et en plus de ça, ils ne bénéficient en moyenne, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui ont un peu plus, la moyenne est de 10 jours de congé par an. C'est pas beaucoup quand même. Et parmi les États membres de l'OCDE, il faut savoir que les citoyens américains ont les revenus moyens des ménages et des employés les plus élevés. Ils devancent la Suisse, ils devancent le Japon, pourtant connus comme étant des pays bien au-dessus. Pour votre culture personnelle, l'OCDE, c'est quoi? C'est l'Organisation de coopération et de développement économique.
En gros, c'est une organisation internationale qui va œuvrer pour la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure, grosso modo. On passe au 6e point, l'invention, l'innovation et la recherche scientifique. Les États-Unis ne sont pas là pour blaguer en ce qui concerne les universités de recherche. Il y a un vrai soutien pour les percées scientifiques, pour les startups technologiques et pour l'innovation en général. Et en fait, il existe c'est pas vraiment un partenariat, mais il existe un lien, je vais garder le terme partenariat, mais il existe un vrai partenariat entre les universités et les entreprises qui va permettre d'attirer les meilleurs talents du monde entier. Et en fait, les États-Unis savent comment tirer parti de ces talents à leur profit, tout simplement. C'est-à-dire que imaginons, je vais prendre un exemple d'un Japonais. Ils vont réussir à attirer ce Japonais aux États-Unis, le mettre dans une université, le faire développer son produit, etc., etc. Et puis après, il va plus quitter les États-Unis. Il va être embauché par une boîte états-unienne et il va développer un business, etc., etc. On continue avec tout ce qui est manufacture et services. Avec tous les business qu'ils génèrent et les emplois qu'ils créent, les États-Unis ont un énorme vivier de consommateurs. Il faut savoir qu'avant d'exporter un seul produit, les États-Unis possèdent le plus grand marché intérieur de commerce de biens et de services. En 2018, le marché du commerce des États-Unis s'élevait à 4,2 milliards de dollars. 4,2 milliards de dollars. C'est juste énorme pour un pays occidental. Et il faut savoir qu'il est aussi quand même le 2e plus grand fabricant du monde derrière la Chine. Et une grande partie des produits qui sont consommés sont des marques américaines. Les États-Unis fabriquent 1/5 de la production mondiale. 1/5. Ils monopolisent 1/5 du monde. Et c'est plutôt pas mal. Bon, vous avez vu que les États-Unis ont certes une mentalité qui force le respect. Mais on va pas se mentir, ils ont quand même aussi surtout bien commencé avec des atouts indéniables, notamment les ressources naturelles qui sont présentes sur son territoire, mais aussi le fait que l'Europe a dû se reconstruire avec la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il n'y avait eu aucun dégât sur le territoire américain, et ça lui a permis d'accélérer son avancée. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère que vous avez appris quand même quelque chose, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.